ça monte, ça monte. Ah ben salut tout le monde, salut tout le monde. Je sais pas si vous voyez à droite, il y a les ou à votre droite, il y a toutes les. Salut tout le monde. Ouais, dites-nous d'où vous venez. Ça peut être sympa. Si vous venez de la côte méditerranéenne ou pas. Ça peut être. Toulouse, Genève, Normandie, Perpignan, Orléans, c'est bien. Ah ben super. Yvelines, Rhône-Alpes. Ouais, bonsoir à tous, hein. Ça se connecte. Aubagne, Belgique. Ah, Aubagne, c'est à côté. Nice, Maroc, Lyon, Bretagne, Auvergne, Vendée, Aix. Il n'y a que des francophones, quoi. Avec des francophones, s'il y a Alors, d'autres. donc on parlera pas en anglais ce soir, alors. Bonjour Belgique. Ah, on a des Belges. Bon, on a dépassé les 100 personnes. On continue. Normandie. Allez, on vous attend. Seine-Saint-Denis. Bon, j'espère que vous êtes prêts, hein, parce que Oui. j'ai donné des devoirs au docteur Lorgerie, là. Toulon, Mexique. Ah, Mexique. Ah, je parle pas Ah, ça commence. je parle pas l'espagnol. L'Inde. Ah, bonsoir d'Inde. Ah oui. Bordeaux, Île-de-France. Bah, j'espère que vous entendez bien. Ah oui, et il y en a une qui vous dit, j'ai eu le docteur Lorgerie comme professeur au CFNA. CFNA. Ah oui. Ouais, ouais. Oh, comme professeur, non, comme conférencier. Conférencier. Il y a l'Estonie, Portugal. Ah bah c'est bien. Là, Donc, on commence quand il y a combien de personnes? on va laisser juste en 1 minute et à 5 et 6, ils vont se connecter au fur et à mesure de toute façon. Bah, déjà, j'espère que vous entendez bien, j'espère que ça bug pas pour vous. Donc normalement, on sera à peu près 600 personnes en live. Et donc, ce que je fais, c'est que je noterai les questions au fur et à mesure, puisque le docteur Lorgeril sera en train de répondre aussi aux questions qu'on avait un petit peu préparées. Et je noterai vos questions et j'essaierai de sélectionner peut-être par rapport au livre. Et voilà. On commence, docteur, peut-être? Ah là, mais moi, oui, je suis à votre disposition. On se donne combien de temps à peu près? On se dit peut-être 1 heure Une heure, sur les allez, questions, une voilà. heure, Et après, on une fera un heure. peu des questions-réponses. Après, on va boire l'apéro. Si c'est dans la diète méditerranéenne, ça va. Ah, bien sûr. Bien sûr, je sais. Allez, alors. Donc déjà, j'ai préparé un petit questionnaire du coup pour un petit tram pour essayer de balayer un petit peu les informations que j'ai pu voir par rapport aussi à ces travaux. Donc déjà, donc merci docteur 1 d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc cette vidéo sera aussi en replay pour que je renverrai pour ceux qui sont intéressés, donc elle sera sur YouTube. Et je voulais aussi donc vous féliciter pour ce livre que vous avez fait, qui est très pertinent et comme je disais complémentaire à ce que vous avez fait auparavant. On sent la différence en fait avec le temps et l'évolution par rapport aux données qu'il y a eu. Est-ce que le livre qui est sorti, donc il est là, Comment échapper à l'infarctus et l'AVC chez Thierry Soucard Édition. Est-ce qu'il est complémentaire par rapport au précédent? Qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai vu que vous avez cette référence-là dans lorsque vous dites par rapport à 2010, par rapport à prévenir l'infarctus. Est-ce que vous avez, qu'est-ce qui a changé par rapport à celui? Qu'est-ce que vous voulez ajouter en fait comme élément? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé 13 ans, 13-14 ans même, hein, entre l'écriture du premier, hein, qui est prévenir l'infarctus, ok, hein, voilà, et puis le temps passant, la médecine a progressé. Moi-même, j'ai fait des travaux de recherche, mais pas seulement moi. Je veux dire, toute la communauté médicale et scientifique a évolué, a progressé, et par conséquent, c'était le moment de faire le point. Et comme on vit une crise sanitaire majeure, hein, qu'avec la Covid, là, les rideaux sont tombés, si je puis dire. L'hôpital est en crise, les professions médicales sont en crise, les paramédicaux sont en crise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents en ce moment. Et donc, il faut s'accrocher à des choses solides. Et les choses solides, ce sont les données scientifiques, à condition qu'elles ne soient pas influencées par le business ou par comment dire,
la subjectivité des scientifiques. Donc, c'est très important à un moment donné de faire le point. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris au cours de ce nouveau livre? Il dit qu'est-ce qu'on a appris au cours des 10 à 15 dernières années. Et évidemment, on comprend mieux. Alors, le livre est autonome en lui-même, mais on comprend mieux les progrès en se référant au livre précédent. Voilà, les mentalités ont changé et la mienne aussi. Hein, nous changeons tous, nous évoluons tous. Donc le livre se suffit à lui-même, mais si on veut aller un peu dans les détails, si on veut remonter un peu dans le temps pour savoir comment on a évolué, alors il faut aussi le précédent. Et puis alors pour ceux que voilà. Et puis pour ceux pour les scientifiques ou les médecins ou les travailleurs en santé qui veulent des détails, des références, alors là évidemment il y a des références dans les deux livres, il y a un historique, on pourrait presque dire une archéologie hein, des questions que je soulève. Alors je soulève des questions, mais j'apporte des réponses pratiquement partout. Et ça, c'est important parce que moi, dans le livre précédent, j'étais resté avec des questionnements. Par exemple, sur l'hypercholestérolémie familiale d'origine génétique, hein, j'étais hésitant. J'étais hésitant, par exemple, aussi sur certains traitements des pathologies coronaires chroniques. Hein, est-ce qu'on fait ou pas l'angioplastie, le stenting, etc. Donc là, j'ai beaucoup évolué, mais ce n'est pas moi seulement qui ai évolué, les techniques ont évolué, les opérateurs ont évolué, les matériaux ont évolué, donc on peut mieux travailler maintenant. Merci docteur, je vais essayer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que je sais que vous êtes chercheur, médecin, etc. Mais comment vous vous présentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un penseur? Est-ce que vous êtes un philosophe? Est-ce que vous êtes un sociologue? Est-ce que vous êtes un scientifique? Comment vous vous présentez aujourd'hui par rapport à tout ceci, de votre évolution depuis le début jusqu'à maintenant? Puisque vous avez évolué, moi j'ai vu l'évolution en fait entre les deux livres, j'ai vu les cas patients, les solutions, comme vous avez dit. Comment vous décrivez aujourd'hui? Comment pouvez vous décrire, docteur? Alors, je suis ce que j'ai toujours été, c'est un médecin. Je suis diplômé de médecine, voilà. Je suis diplômé en cardiologie, hein, de la faculté de médecine de Genève, confirmé à Montréal au Canada, etc. Mais une partie de mes activités, je les ai faites au CNRS. J'ai passé le concours du CNRS, donc j'ai été recruté au CNRS en France et j'ai travaillé près de 25-30 ans, donc comme chercheur professionnel temps plein. Mais j'ai voulu faire de la recherche médicale. Donc, je restais médecin tout en étant un scientifique, avec deux pôles bien particuliers. Dans le domaine de la cardiologie et de la nutrition, j'étais à la fois physiologiste, j'étudiais comment fonctionnent nos organismes, et puis épidémiologiste, c'est-à-dire je regardais comment les données scientifiques étaient créées, hein, accumulées, critiquées, synthétisées, etc. Voilà, donc voilà, maintenant, vu mon âge, je ne fais plus d'expérience, ça c'est évident, mais j'aide les gens, j'aide les patients et j'analyse comment la médecine scientifique évolue. Alors, vous voyez, en ce moment, avec la Covid, c'était pour moi, c'était catastrophique d'un côté, mais pour un professionnel, c'était passionnant. Et ça le reste, hein, c'est pas fini. Hein. Et là, vous avez toujours, donc vous consultez genre en cabinet, en cardiologie? Non, j'ai jamais consulté dans un cabinet. Jamais. J'ai toujours Ok. consulté dans des hôpitaux Dans les universitaires. hôpitaux. Ok. Voilà. Là, on va passer sur la partie bouquin. Alors c'est un livre qui se lit rapidement. Enfin, il faut aimer, il faut connaître aussi le docteur Longeville, ce qu'il a fait auparavant. Et on voit vraiment, c'est différent. Il y a des choses, comme vous avez dit, des solutions. Il y a plusieurs mots qui reviennent notamment la médecine de précision. C'est nouveau. Je ne sais pas s'il avait entendu parler dans les autres bouquins. La médecine de précision. Et est-ce que vous pouvez me dire plus sur la médecine de précision? Qu'est-ce qui est différent par rapport à avant? Est-ce que vous l'avez déjà exprimé ou est-ce qu'elle était déjà présente? Non, ça c'est vraiment un acquis qui n'est pas que de moi. Hein, c'est la communauté médicale qui est en train d'évoluer. Alors évidemment, comme vous le savez, il y a toujours des petites minorités qui évoluent et qui font changer les choses. Et la médecine de précision, c'est la médecine du futur. Voilà, on vient de vivre une période de médecine industrielle.
Si vous avez eu le malheur de passer dans un hôpital pour un problème cardiovasculaire, eh bien, vous avez pu le constater que vous êtes presque un numéro traité par des robots, traité par des ingénieurs, traité par des techniciens. Votre ordonnance de sortie, quand vous sortez de l'hôpital, pratiquement, c'est l'infirmière qui la remplit parce que c'est la même pour tout le monde. Et ça, c'est catastrophique parce que chaque personne est un cas particulier. Chaque personne est un individu particulier qui a une histoire particulière, qui a une situation clinique particulière et qui, même s'il fait un infarctus, vous voyez, vous avez une chambre à 3 lits, il y a 3 infarctus, mais c'est 3 infarctus complètement différents, qui ont des origines différentes et qui vont devoir être traités de manière différente. C'est ça la médecine de précision, c'est être précis. Hein, c'est pas une médecine alternative, c'est pas une médecine complémentaire, hein, c'est une médecine qui utilise toutes les technologies modernes. Donc, on est précis grâce aux technologies. Vous voyez, on n'est pas anti-technologie, hein, on est au contraire mais il ne faut pas que cette technologie soit séparée de l'humain. Parce que si les technologies sont effectivement très précises, chaque individu est un cas particulier et donc il faut arriver à marier la précision technologique avec les particularités de chaque individu. Il faut bien distinguer l'aspect humain de l'aspect technique. Malheureusement, à l'heure actuelle, si vous avez le malheur de vous retrouver dans un hôpital, vous allez avoir affaire, en général, hein, il y a quelques exceptions, mais malheureusement, vous allez avoir affaire à des techniciens qui sont médecins, hein, mais qui se comportent comme des techniciens, comme des ingénieurs. Ils sont formidables pour aller faire des images extraordinaires avec l'IRM, avec le corps au scanner. Ils vous mesurent à 1 millimètre près des machins, ou bien ils vont vous mettre des stents, ou bien ils vont. Vous voyez, c'est absolument pas critiquable, hein, c'est formidable, mais c'est pas ça la médecine. La médecine, c'est une relation entre un médecin, qui peut être aussi un très très bon technicien ingénieur, mais surtout qui va écouter la personne et qui va adapter tous ces traitements de façon très précise à chaque individu. Est-ce que c'est la médecine holistique ou intégrative? Non, c'est différent. C'est différent. C'est la médecine de précision, vous voyez, c'est vraiment utiliser toutes les technologies et puis ensuite c'est prendre. Alors, bon, je l'explique dans le livre, hein, mais quand vous faites une consultation, vous faites des choses très, très précises avec les patients, à condition que vous ayez le temps. Mais les malheureux médecins qui travaillent aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils n'ont jamais le temps. Et donc, c'est comme des algorithmes, hein, ils ont un plan. Et finalement, il faut absolument que le patient réponde au plan préétabli par le médecin, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut demander au patient qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il le vit, quelle est sa façon à lui de voir sa pathologie, parce que c'est comme ça que vous allez l'aider le mieux. C'est comment vous sentez les choses, qu'est-ce qui vous est arrivé, quel est votre arbre généalogique. Vous voyez, bien sûr, les médecins, ils vont dire, est-ce que vous avez des maladies cardiovasculaires dans votre famille, etc. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut il faut établir un arbre généalogique et essayez, hein, parce que quelquefois, vous avez des gens qui ne savent pas, hein, des gens qui ont été adoptés, des migrants qui ont perdu contact avec leur famille, etc. Bon, il faut essayer le mieux possible. Et ça, ça n'a rien d'holistique, hein, c'est de la médecine banale. Et autrefois, les médecins savaient le faire. Ils connaissaient toute la famille. Le médecin dans les villages, etc., il connaissait le grand-père, l'arrière-grand-père, connaissait toute la famille. Il n'avait même pas besoin de demander au patient. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans le cabinet d'un médecin, le médecin ne sait rien de vous. Et en plus, aux urgences à l'hôpital. Oui. Et ça, quelquefois, ça ne suffit pas. Alors, à ce moment-là, c'est ça la médecine de précision aussi, hein, c'est la biologie qui va aider à établir, on va dire, compléter l'arbre généalogique. Et c'est fondamental parce que certains infarctus, c'est le mode de vie. D'autres infarctus, c'est une prédisposition génétique, mais très souvent, c'est les deux. Et c'est ça, la médecine de précision, c'est arriver à trouver qu'est-ce qui est le plus important chez un patient au moment où il fait un infarctus. Très bien. Est-ce que ça,
C'est la médecine qu'on devrait avoir. Est-ce que vous avez eu des avancées? Est-ce que des hôpitaux vous ont contacté, d'autres pour apporter cette médecine? J'ai vu que on va parler après de l'hypercoagulation, etc. C'est très intéressant, je trouve, hein. C'est vraiment révolutionnaire, on peut dire. Oui, oui, on peut C'est dire ça. révolutionnaire. Mais Parce la que, médecine de précision et la nouvelle médecine, et avec les nouvelles générations, c'est la médecine de demain et c'est une révolution en marche, hein. Mais vous me demandez si j'ai été contacté par des médecins conventionnels. Mais regardez dans quelle situation ils sont. Écoutez, tous les urgentistes quittent. Les conditions de travail sont tellement épouvantables qu'il n'y a plus que des rescapés, hein. Il y a des services de chirurgie qui n'ont plus d'infirmières, de techniciens pour être aidés, pour opérer, hein. Voilà. Et encore, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont véritablement héroïques, qui arrivent à tenir encore leur service, leurs unités. Mais c'est héroïque. Alors, ne leur demandez pas maintenant de faire de la médecine de précision. Ils ne c'est peuvent pas. impossible. Non, non, ils sont dépassés. Et vous savez, c'est pas avec les mesures politiques qui vont venir là, soi-disant. Non, c'est vraiment c'est vraiment une remise à plat complète, hein, dont on a besoin. Je vais un peu rentrer dans les détails. J'ai parlé un peu du cholestérol. Alors moi, je vous ai connu grâce au régime méditerranéen, enfin, avec ses vulgarisations, vos études, pas tant sur le cholestérol, mais après j'ai vu que effectivement, j'avais lu ce premier livre qui était magnifique, qui allait en l'encontre du système, hein, qui expliquait vraiment les données scientifiques. Quand on dit que le consensus médical, on en reparlera, avec des preuves solides. Moi, enfin, chaque fois que je lisais quelqu'un lisait votre livre, il peut pas être perméable à ce que vous dites, c'est pas possible. Il y a forcément une écoute quelque part. Mais pourquoi, depuis tout ce temps, en fait, malgré les essais cliniques, malgré les études biaisées qui sont sorties, malgré tout ce que vous avez fait comme vulgarisation scientifique, ou malgré pourquoi ils n'ont pas changé de paradigme? Pourquoi ils sont toujours asservis par les industries pharmaceutiques? Ou est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on y croit toujours au cholestérol qui est mauvais? Alors, ça dépend. Par rapport. Alors, le grand moment, c'est 1994 avec une étude qui s'appelle 4S et qui est l'arrivée de la première statine sur le marché médical. Et là, tout change. C'est bizarre parce que avant, en général, les cardiologues s'en foutaient du cholestérol. Et là, tout d'un coup, c'est pas tellement le cholestérol, hein, c'était le médicament miracle qui sauvait des vies. Bon, alors maintenant, on sait que c'était une étude biaisée, la fameuse étude 4S, que ça a été suivi par d'autres industriels qui ont aussi publié des études biaisées, etc. Bon, voilà, c'est assez tragique, hein, parce que on découvre en 2021 que des publications scientifiques dans des grandes revues médicales peuvent raconter des blagues, hein, avec l'hydroxychloroquine qui soi-disant tuait les gens, etc. Dans le Lancet, vous voyez, ça a été rétracté, etc. Mais ça existe depuis longtemps. Et quand il y a des intérêts industriels, alors l'hydroxychloroquine, par exemple, il n'y avait pas d'intérêts commerciaux derrière. Mais pour les statines, c'était le jackpot. Et donc là, c'est pas de pitié. C'est passé. Plusieurs industriels étaient ensemble, les académies, les autorités sanitaires, tout le monde a participé à cette espèce de délire. Mais ça change en 2005. En 2005, tout d'un coup, non pas à propos des statines, mais à propos d'autres médicaments, qui sont les coxibes, peu importe, hein, tout d'un coup, on se rend compte que des industriels peuvent mentir. C'est un scandale extraordinaire, hein, qui survient en 2005, autour de 2005, hein, à propos des coxibes. 94, 95, 2005, il se passe 10 ans. 2005, tout d'un coup, on découvre que tout ce qui est commercial est biaisé, hein, c'est à peu près l'idée, mais on va établir de nouvelles réglementations pour les essais cliniques. Vous voyez, donc on va encadrer beaucoup plus les industriels, les académiciens, les investigateurs qui sont rémunérés, hein, par l'industriel pour tester les médicaments. Mais bon, ça bouge très peu finalement. Alors, à partir de 2005, on se rend compte que le paysage change. 2007, à peu près, les nouvelles réglementations. Et à ce moment-là, les statines qui étaient miraculeuses avant, elles n'ont plus d'effet après. Mais c'est comme si on n'avait rien dit. C'est terrible, mais c'est comme si il s'était rien passé. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde médical hospitalo-universitaire,
les leaders, on va dire ça comme ça, sont tous, pratiquement tous, liés à l'industrie. Alors, imaginez un chef de service de cardiologie à tel ou tel endroit, dans tel hôpital universitaire, qui depuis 10, 15 ou 20 ans prescrit des statines après un infarctus ou pour la prévention de l'infarctus, peu importe, et qui exige de ses internes, de ses chefs de clinique que ce soit fait comme ça. Est-ce que vous imaginez qu'ils puissent du jour au lendemain dire je m'excuse, je me suis trompé, c'est pas, ouais, vous voyez, c'est impossible. Voilà. Et donc, par contre, il y a une fraction du corps médical qui est en train de comprendre. Et donc, alors que quand en 2005, je commence à publier des choses sur les essais biaisés, sur les statines, etc., bah, j'ai des plaintes au Conseil de l'ordre. Hein, des médecins portent plainte contre moi au Conseil. Bon, ça n'a aucune conséquence parce que j'avais des données scientifiques tellement solides qu'à un moment donné, les juristes du Conseil de l'ordre disent bon, bah, on ne peut pas le condamner ou alors on va lui donner un avertissement parce que, vous voyez, j'ai eu un blâme. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais perturbé le fonctionnement de la médecine. C'est-à-dire, si vous êtes critique, si vous discutez, si vous avez des arguments majeurs, alors vous êtes un perturbateur et ça, un blâme. Bon, c'est extraordinaire. Bon, un blâme, je m'en fous. Hein. C'est comme si on ne me fait rien du tout. Mais vous voyez, et maintenant, on vient de le vivre avec la Covid. Si quelqu'un arrive en disant « je ne suis pas d'accord, on peut voir les choses différemment, etc., », il est immédiatement censuré. Que ce soit par les autorités sanitaires, dans les médias, y compris les médias scientifiques, ou dans les médias généralistes, c'est fini. Moi, j'ai publié un livre sur les vaccins anti-Covid. Je montre que ces vaccins, ils servent à rien. Ils ont été très mal testés, ils servent à rien. Mais chut, il ne faut pas le dire parce que ça pourrait perturber la population qui doit se précipiter au vaccinodrome. Vous voyez, mais donc, ce n'est pas nouveau tout ça. Est-ce que ça peut changer? Oui, ça change parce que vous avez des nouvelles générations qui arrivent et vous voyez maintenant, je sors un bouquin sur la médecine de précision où je dis encore pire qu'avant sur les médicaments anti-cholestérol, les anti-CETP, etc. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de plainte. Vous voyez, voilà, les choses évoluent doucement, mais elles évoluent. Autrefois, disons en 2005, si un patient contestait à son médecin l'utilité de la prescription d'un médicament anti-cholestérol, le médecin devenait fou. Tous. Hein. Comment, moi, le scientifique, le médecin, le savoir, vous osez me dire ce que je dois faire ou pas faire, etc. On m'a raconté des conflits dans les cabinets médicaux qui étaient terribles. Bon. Aujourd'hui, je dirais qu'un médecin sur deux, à peu près, écoute son patient et bon, vous ne voulez pas la statine, très bien. Moi, je vous dis qu'il faudrait le prendre, mais si vous ne voulez pas, bah, tant pis. Il se fâche beaucoup moins souvent. Les cardiologues, encore beaucoup. Les cardiologues, c'est vraiment souvent des esprits un peu étroits et ouais, parce qu'ils ne connaissent pas. Hein. C'est pas de la méchanceté, c'est pas. L'ignorance. C'est l'ignorance. C'est généralement de l'ignorance. Hein. Ils n'ont pas le temps. Hein. Ils n'ont tout simplement pas le temps de lire, de réfléchir, de critiquer. Donc, le professeur à l'hôpital universitaire a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ça le contraire de la médecine de précision. C'est-à-dire que c'est protocole. Protocole et médecine systématique. Voilà, vous avez eu ça, eh ben, je vous donne ça. Ça ne vous plaît pas, mais si, c'est dans le protocole. Donc, vous devez le faire. Mais c'est quoi des arguments d'autorité? Alors, ce n'est pas des arguments scientifiques. Absolument. C'est pas des. Le Moi, je connais, je sais contraire tout, c'est qu'il faut faire ça, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et des gens qui me racontent, hein, j'ai demandé pourquoi, et on m'a dit, c'est comme ça, voilà, j'ai pas le temps de vous expliquer. Mais en général, il n'est pas capable d'expliquer. Mais les patients se renseignent. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, vous tapez docteur Lorgeril, vous avez la pointe de l'information. Oui, mais il n'y a pas que le docteur de l'Orgeril, hein, il y a Oui, aussi. il y en a d'autres. Ben oui, vous voyez, il y a la Société européenne de cardiologie, la Société française de cardiologie, la Société belge de cardiologie, etc., qui sont tous financés par l'industrie pharmaceutique et qui vous racontent tous qu'il faut avoir un cholestérol à 0,5. Voilà.
Alors, il y en a quelques-uns qui cherchent un peu plus et qui tombent sur de l'orgeril, ses livres ou ses papiers scientifiques ou bien son blog, etc. Puis ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup des docteurs de l'orgeril. J'ai juste une anecdote pour un. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz. J'ai un collègue cardio, elle m'a dit, donc, ils sont venus en fait vanter les mérites du cholestérol à zéro. Et ils ont dit, le cholestérol à zéro, c'est le mieux. Et en fait, ils donnaient des chèques cadeaux pour les enfants, pour la famille, etc. Elle voulait pas prescrire ces genres de médicaments parce qu'elle avait vu des effets secondaires sur des patients. Donc, c'est un effet, elle a vu les effets cliniques. Et donc, elle a refusé, elle a fait le point, elle a fait le rapport en disant que là, il y a un problème de service, il y a un problème avec ces médicaments. Elle lui ont dit, on t'enlève les chèques cadeaux. On t'enlève les chèques cadeaux et c'est faux. Et donc, elle a remis en cause le cholestérol en disant qu'il fallait voir le mode de vie, le régime alimentaire, etc. Elle s'est faite insulter par ses collègues sur Paris parce qu'elle a décidé de remettre en cause la théorie du cholestérol, où du coup, elle a dit bah, cherchez autre chose que le cholestérol, c'est autre chose qui cause syndrome cardiovasculaire. Ben oui, mais vous savez, c'est encore pire que ça, puisque la sécurité sociale subventionne les médecins qui prescrivent les statines, par exemple, après un infarctus. Donc, vous voyez, l'intérêt même du médecin, c'est d'avoir sa petite prime parce qu'il a bien prescrit la statine après l'infarctus. Et pourtant, il n'y a pas de légitimité scientifique à prescrire une statine après un infarctus. Oui, c'est dur, hein, c'est très, très dur. Et si au moins on pouvait discuter, si on pouvait parler, si on pouvait mettre les problèmes sur la table, comme on dit dans les médias, et analyser les choses. Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est comme des coureurs au 110 mètres haies. Hein, chacun a son couloir et puis voilà. Et là, pour les patients, c'est assez terrible parce qu'il y en a quelques-uns qui, tout d'un coup, se rendent compte qu'ils sont. Vous voyez, je l'explique dans le livre. Pour imposer de nouveaux médicaments anticholestérol en plus des statines, l'argument utilisé, c'est de dire ah, ils sont sous statine, mais ils font quand même des infarctus. Oui. Voilà. Alors, c'est. Alors, on va peut-être en revenir plus tard. Une question sur l'étude des 7 pays, par exemple, où Framingham, vous avez utilisé le terme frauduleuse, l'étude frauduleuse. C'est un terme fort. Alors ça, c'est de l'épidémiologie, hein, c'est plus des L'épidémiologie, médicaments. C'est voilà. C'est l'épidémiologie. l'épidémiologie. Oui. Vous avez employé un terme fort et je voulais le comprendre parce que c'est quand même grave, hein, parce qu'on s'est basé sur ces études, on s'est barré un petit peu sur. Ils n'ont pas remis en question, parce qu'il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a, soi-disant, je ne sais pas si vous connaissez la zététique, qui critique tout. Elle pourrait critiquer ces études aussi, parce qu'on s'est basé sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ces études? Pourquoi ils sont restés sur ces études-là? Alors, la plupart des médecins qui prescrivent aujourd'hui des médicaments anti-cholestérol pour abaisser le cholestérol, ils n'ont jamais lu les rapports d'Anselkis et ce qu'on appelle la Seven Country Study. Ils ne connaissent pas Framingham, etc. Donc, vous voyez, c'est même plus un sujet de discussion. Moi, ça a été assez bien montré dans un film qui est sorti sur Arte, Oui. dont j'étais un des acteurs. C'est pas moi qui fais le scénario, hein, c'est vraiment bon. J'ai été interviewé et là, la productrice, hein, elle est allée interviewer des gens aux États-Unis, etc. Et ils montrent et très bien comment Anselkis, alors soit parce qu'il était naïf, parce que Anselkis c'est donc le principal investigateur de l'étude des 7 pays qu'on appelle aussi la Seven Country Study. Bon, c'est tellement biaisé son étude que c'en est ridicule. Et dans le film Le Grand Bluff, donc sur Arte, on montre les images. Des Américains montrent les images, il n'y a aucun doute. Mais c'est tellement grossier qu'on se dit c'est pas possible que ce monsieur aussi intelligent, parce que c'était quelqu'un de très intelligent, hein, Anselkis. Ansel, c'est son prénom et Kiss, c'est son nom de famille. C'est pas possible qu'il se soit trompé à ce point, qu'il ait fait des erreurs d'analyse aussi caricaturales. Et donc, on pense quand même que, comme il y avait beaucoup d'argent en jeu, hein, c'est très bien raconté aussi dans le film, il y avait vraiment des sommes considérables qui étaient mises en jeu à l'époque aux États-Unis. Donc, on se dit, voilà, il a fait exprès, simplement. C'est pas une erreur. Voilà, d'où la fraude. Dans Framingham, c'est aussi la même chose. C'est une étude qui est montée pour étudier les relations entre les habitudes alimentaires des Américains dans la région de Boston. Framingham est un petit village près de Boston que j'ai visité. Bon, et le risque cardiovasculaire. Et ils n'ont jamais publié les données nutritionnelles
de la population de Framingham parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils espéraient, le cholestérol, etc. Et donc, ils n'ont pas publié. Donc, on peut dire, ah, ils ont oublié. Pensez-vous, ce sont des professeurs d'université, ils n'ont pas oublié. Ils ont fait exprès de ne pas publier ça parce que ça ne correspondait pas à leur, comment dire, à leurs soucis. Et donc, c'est assimilable à de la fraude. Pour un scientifique, ne pas publier ce qu'il a ou de publier partiellement, c'est de la fraude. C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. Et, Oui, donc ça vous donne une idée de ce que nous vivons. Mais c'est pas nouveau ces controverses en ce scientifique. Hein, vous voyez, si vous reprenez la vie de Pasteur, Pasteur a passé son temps à se disputer avec ses contemporains. Voilà, bon, donc c'est pas nouveau. Mais ce qui est impératif, c'est que la discussion soit ouverte et qu'il n'y ait pas des gens qui ont systématiquement la parole contre ceux qui n'ont jamais la parole. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors, quand on est entre scientifiques, on arrive à s'entendre. C'est ça le consensus. c'est ça. Qu'est-ce que le consensus? Le consensus, c'est qu'on discute. Voilà. On discute. Tu n'es pas d'accord, l'autre est d'accord, etc. Mais c'est pas le rôle du scientifique, c'est pas de décider si on va vacciner toute la population ou pas. Par contre, le scientifique, il peut dire, écoutez, est-ce que ces vaccins sont efficaces ou pas? Est-ce que c'est efficace de baisser le cholestérol avec une statine? Est-ce que c'est efficace de donner de l'aspirine au long cours? Vous voyez, est-ce que c'est une bonne idée de donner des médicaments pour l'estomac, hein, les IPP, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons? Est-ce que c'est intelligent? Alors, il y en a qui vont vous dire oui, oui, bien sûr, c'est miraculeux. Et puis voilà, si vous analysez les données scientifiques, alors, ben non, c'est pas tout à fait ça la réalité. Parce que ce qui est bien dans comment vous procédez, c'est que vous êtes vraiment très scientifique. C'est mon métier, hein. Vous êtes vraiment très scientifique et c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie vos travaux. Enfin, il n'y a pas que moi. Moi, chaque fois que j'ai transmis votre livre à quelqu'un, il s'est posé la question. Alors peut-être que certains étaient un peu énervés, mais bon, il y a 3 strates d'idées: ridicule, dangereux, évident. Donc, ils ne peuvent pas tout accepter d'un coup. Voilà. Et voilà, c'est toujours un strat comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je pense que vous avez beaucoup apporté, hein, docteur, à la nutrition, à la santé en France. Et moi, je vous ai découvert grâce au régime méditerranéen, mais après grâce au cholestérol. Et beaucoup de médecins avec qui je travaille l'ont découvert aussi. C'est vrai que, par exemple, vous dites d'après le consensus médical, d'après ce consensus médical, vous êtes toujours sur ça. Vous parlez donc de la médecine de précision. Alors des fois, il y a des petits clins d'œil, notamment la médecine un peu réductionniste, conventionnelle, qui ne fait rien. Et on va revenir sur, on dirait, une inertie clinique de certains praticiens, comme s'ils n'agissaient pas en fait. Ils s'arrêtent, ils débouchent, ils font de la trauma, ils débouchent l'artère si elle est bouchée, puis ils s'arrêtent, ils ne cherchent pas la cause du problème. Et vous, avec la médecine de précision, vous allez expliquer d'où vient cette cause du problème pour éviter qu'elle n'arrive encore. Ben oui, bien sûr, la prévention, elle doit être basée sur la cause. Et la cause est différente chez pratiquement tous les patients. Donc, il y a quand même, on n'a pas une masse de médicaments possibles. Donc, à un moment donné, on se retrouve quand même toujours un peu avec les mêmes médicaments. Mais en fait, chez chaque patient, on est susceptible de discuter ce médicament-là plutôt que l'autre, etc. Et c'est ici qu'on revient à la médecine scientifique, parce qu'il faut absolument avoir des arguments. Vous voyez, le médecin, il a son intuition, mais dans les maladies cardiovasculaires, on sort de la Covid, là, parce que la Covid, c'est une maladie bénigne, sauf chez les personnes très âgées ou chez certaines personnes qui sont très, très fragiles. Mais les maladies cardiovasculaires, vous pouvez être en pleine santé aujourd'hui et mort demain. Ouais, c'est une maladie qui tue. À l'époque, je reviens à l'étude des 7 pays. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée de l'ambiance dans laquelle ça se passait à l'époque. Moi je suis né et quand tout ça sort dans les années 70, hein, je suis déjà en fac de médecine. Donc, alors, il faut bien voir qu'à l'époque, aux États-Unis, on va dire en 1980 à peu près, hein, il y a à peu près 250 millions d'Américains, entre 200 et 250 millions d'habitants, et américains donc, et vous avez, écoutez ce chiffre, hein, vous avez mortalité cardiaque 1 million par an. 1 million par an, et ce sont des hommes jeunes, ce sont surtout des hommes jeunes, éduqués, donc très actifs sur le plan professionnel. Vous voyez, c'est une saignée annuelle
pour l'économie américaine, pour la société américaine. Donc, c'est une catastrophe. Donc là, à un moment donné, ouais, il y a eu, donc ça n'a rien à voir avec la Covid. Hein, vous vous rendez compte, 1 million d'hommes jeunes. Bon, alors, on a compris, hein, progressivement, on a vraiment fait des progrès fantastiques. Hein. Par exemple, le tabac. On a compris que le tabac était responsable. Mais alors, si vous connaissez l'histoire du tabac, ce fut de véritables Une guerre. Ouais. une guerre extraordinaire. Mais vous avez peut-être pas connu, vous êtes jeune, Non. vous, mais on fumait dans les avions, on Ouais. fumait dans les cinémas. Moi, j'étais au quartier latin, je fumais ma cigarette dans le cinéma. Vous voyez, on n'avait même pas peur des incendies. Mais dans les avions, il y avait des cendriers sur les accoudoirs. Hein. Si vous prenez l'avion avec des vieux avions, là, il y a encore les cendriers sur les accoudoirs. Tout le monde fumait, le pilote fumait. Dans les restaurants gastronomiques, vous pouviez avoir un fumeur de pipe ou un fumeur de cigare à 2 mètres de vous Bon, vous voyez, donc mais ça a été une guerre. Parce que l'industrie du tabac se défendait. Et ce n'est pas les scientifiques qui ont réussi comment dire, à vaincre l'industrie du tabac. Vaincre, vous voyez, modérément, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de fumeurs. Beaucoup trop, vous voyez. Bon. Mais c'est l'industrie chimique qui a eu la peau de l'industrie du tabac. Et alors, je le raconterai peut-être une autre fois, mais c'est parce que l'industrie du tabac, pour se défendre devant des faits tellement évidents, ils ont dit oui, mais arrêtez de nous embêter avec le tabac, regardez la pollution chimique. Alors ça, pour les chimistes, l'industrie chimique, c'était une attaque frontale. Donc, ils devaient se défendre. Alors, et c'est eux qui ont mobilisé des énergies suffisantes, ce que ne faisait pas l'État, ce que ne faisaient pas les universités, vous voyez, qui ont mobilisé des épidémiologistes essentiellement anglais, hein, et que finalement, bon, on a admis que le tabac, ça provoquait des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Merci docteur, je vais sur une autre question qui est intéressant dans ce livre vous avez vulgarisé, alors il y avait donc les schémas qui sont très très bien, très beaux, il y a aussi les cas patients. Ça c'est intéressant je trouve. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que vous donnez un élément, vous avez un cas patient. Il y a le cas par exemple de Marie-Thérèse dans les premières pages qui est très intéressant, où on voit votre explication. Donc on voit que la médecine conventionnelle, elle s'arrête à l'origine du caillot. Donc, elle fait un AIT. Et ensuite, vous, la médecine de précision, vous allez rechercher pour éviter d'autres problématiques. Et vous dites, par exemple, je vais prescrire un anticoagulant et un pas antiplaquettaire. Alors, c'est fascinant parce que. Non, mais Et pourquoi c'est fait par la médecine conventionnelle. oui. Et pourquoi ces cas patients Pourquoi ces cas patients que vous voulez prévenir? Vous ne savez pas comment prévenir l'infarctus? Ça n'était pas. Non, mais ça, c'est pas parce que j'ai vu beaucoup de patients, vous voyez, j'ai travaillé dans plusieurs pays, voilà, j'ai acquis une expérience et j'ai pensé qu'à un moment donné, il fallait transmettre cette expérience de terrain. Parce que ce pas des cas inventés, hein. Ce sont Oui. des cas. Bon, c'est maquillé, hein, personne ne peut se reconnaître, mais cette Marie-Thérèse, elle n'existe pas, hein, mais elle peut exister. Hein. C'était pas une femme, c'était un homme. Elle n'avait pas 75 ans, il avait, etc., etc. Mais oui, il faut éviter dans les livres que les gens se reconnaissent. Bon, voilà. Mais c'est extrêmement réaliste. Alors, si le médecin classique qui voit un AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire, AIT, ça veut dire qu'il fait un AVC, mais que les symptômes régressent immédiatement et qu'il n'y a pas de séquelles. C'est ça l'AIT. Le transitoire, c'est ça que ça veut. Bon. Mais, vous voyez, c'est une alerte et c'est fondamental de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'origine de l'AIT pour pas qu'il y ait une récidive, qui devienne cette fois-ci un vrai AVC avec une paralysie, une perte d'un œil, etc. Vous voyez, donc c'est très, très important à ce moment-là, très important de diagnostiquer l'AIT et souvent la médecine classique passe à côté. Hein, c'est assez bien raconté, je pense, ou suggéré dans le cas Marie-Thérèse dans le livre, hein, parce qu'elle a un problème oculaire, donc on ne se dit pas AIT, on va d'abord voir l'ophtalmo. Bon. Mais il y a tellement de circonstances cliniques hein, comme ça. Mais le médecin plus conventionnel, il va chercher l'origine
du caillot qui est allé emboliser je simplifie, hein, mais dans l'œil de la patiente. Il va chercher. Bon, le problème, c'est qu'il s'arrête. Oui. Le médecin classique, il dit, bon, j'ai vu que le caillot, il était soit parti de la carotide, soit il est parti de l'oreillette gauche, je simplifie au maximum parce qu'il y a eu une fibrillation, soit parce qu'il y a eu un FOP, un foramen ovalé perméable, c'est-à-dire qu'ils cherchent les causes. Ça, c'est de la médecine conventionnelle. Ils ne le font pas tous. Ça dépend des CHU, ça dépend des médecins, etc. Mais c'est pas, comment dire, normalement, ça doit être fait. Oui, mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a un caillot qui s'est formé quelque part et puis qui a embolisé. Alors, il peut partir de la carotide, il peut partir de l'oreillette gauche, il peut partir de l'oreillette droite, peu importe. Mais il y a un caillot. Et donc, la chose, parce que la chose principale, c'est pourquoi il y a un caillot qui s'est formé. Alors, tant que vous ne savez pas, que vous sachiez qu'il y a un caillot, ça va. Que vous sachiez qu'il a migré, ça va. Et pourquoi il y a eu un caillot? Et ça, c'est de la biologie. C'est la médecine de précision. Parce que la médecine et voilà, c'est la médecine de précision, mais c'est le truc fondamental. C'est pourquoi ce patient-là, il fait un caillot qui va ensuite migrer. Il y a eu un caillot qui est migré, ok, mais pourquoi? Et c'est ça la prédisposition à l'hypercoagulation, c'est qu'il faut chercher quel est chez ce patient-là le paysage biologique qui a favorisé la formation d'un caillot. Mais c'est très lié aussi, malheureusement, au mode de vie. Parce que vous dites, par exemple… C'est un mélange. Parce que l'hypercoagulation, ça aussi, c'est un point qui revient souvent. Oui, sur la tension artérielle. Sur la tension artérielle, c'est essentiel. Il faut rechercher l'hypercoagulation. Après, vous avez donné, via la biologie, des choses à tester. Vous avez donné, limite, un cookbook à des thérapeutes ou aux patients, des conseils. Et c'est là, vous dites, est-ce que le patient peut travailler avec le thérapeute, enfin, collaborer? Parce que vous avez des conseils très vulgarisés, très simples à faire. Pour l'hypercoagulation, l'hypoprotéine A, protéine S, protéine C, etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette hypercoagulation, cette chose que vous avez ajoutée et que vous citez en permanence? Oui. Alors ça, c'est de la médecine. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine. Là. Bon, déjà, ça présenter les choses dans un livre de telle manière que ça soit accessible à tout le monde. Vous avez vu les graphiques, hein, les graphiques sur la coagulation. Ça, je remercie mon éditeur, Thierry Soucard, et ses collaborateurs, parce qu'ils m'ont aidé quand même à rendre les choses accessibles, relativement accessibles. Il faut quand même un peu se concentrer pour comprendre comment ça marche, tout ça. Alors, cette notion de la prédisposition à l'hypercoagulation, c'est frontalement opposé à toute la théorie du cholestérol. Et si vous dites que le cholestérol est responsable de l'infarctus, or, tout le monde l'admet, hein, l'infarctus, c'est un caillot dans une artère. Ce n'est pas le cholestérol qui bouche l'artère. Certains conventionnels vous disent si ça a rétréci l'artère, etc. Mais non, l'infarctus, c'est une artère qui est complètement bouchée, et si elle est complètement bouchée, c'est par un caillot. OK ? Or, si vous étudiez la biologie de la coagulation, c'est-à-dire la biologie du caillot, le cholestérol ne joue aucun rôle dans la formation d'un caillot. Voilà. Alors, c'est compliqué la formation d'un caillot, mais il y a une certitude, le cholestérol ne joue aucun rôle. Donc, il y a un moment donné où il faut se dire, mais ce patient-là, s'il a fait un caillot, c'est qu'il est particulier. Et c'est là que la médecine de précision intervient. Il est particulier. Pourquoi celui-là? Est-ce que c'est les plaquettes qui agissent trop? Est-ce que c'est certains facteurs de coagulation? Est-ce que c'est les facteurs de fibrinolyse? Parce que c'est un point important que je vais vous dire maintenant. La prédisposition à l'hypercoagulation, vous voyez, ce n'est pas une maladie. C'est même un avantage. Oui, vous l'avez expliqué. Oui. J'essaie de l'expliquer. Oui, vous l'avez dit. C'est intéressant. Oui, mais c'est fondamental pour comprendre la médecine, la physiologie, etc. Vous voyez, avoir tendance à faire facilement des caillots, c'est un avantage considérable en fonction de votre mode de vie. Si vous vivez dans les cavernes, vous voyez, dans la préhistoire, et que vous vous bagarrez avec des ours sauvages, avec la tribu d'à côté, vous voyez, si vous grimpez aux arbres, que vous vous blessez, etc. Si vous caillotez facilement, ça veut dire que vous arrêtez le saignement très vite de vos blessures. Vous vous blessez tout le temps, hein, vous êtes pieds nus, vous vous blessez tout le temps, vous perdez du sang.
Et plus vite vous arrêtez le saignement, plus vite vous arrêtez l'hémorragie, et mieux c'est, évidemment. Parce que si vous perdez du sang, vous perdez du fer, vous perdez toutes sortes de choses, vous perdez des globules, vous perdez des hémoglobines, etc. Donc, plus vite vous arrêtez le saignement, plus vite vous vous réparez, plus vite vous cicatrisez, plus vite vous réparez, et plus vite vous êtes à nouveau un chasseur ou un combattant contre la tribu d'à côté ou contre les bêtes sauvages. Vous voyez, donc vous protégez votre communauté. Oui, mais c'est une époque, ça, où l'espérance de vie est 25 ans. C'est la même chose pour les femmes. Une femme, vous voyez, elle perd du sang tous les mois, et puis à l'accouchement aussi, elle perd beaucoup de sang. Donc celle qui caillote vite, elle va perdre moins de sang et elle sera plus vite au travail, à la cueillette, à protéger le feu, etc., et éventuellement à aller à la chasse. Bon, vous voyez, donc dans des conditions de vie précaires, la prédisposition à l'hypercoagulation, c'est un énorme avantage. Mais à 70 ans ou à 60 ans, dans des conditions de vie confortables, avec un mode de vie qui va pas, ouais, vous êtes un sédentaire, vous allez du fauteuil de la voiture au canapé, du canapé, bon, vous avez une nutrition qui est toxique, voilà, vous avez aussi des conditions d'existence, c'est la notion de souffrance, tout ça, ça favorise la survenue des infarctus, et à ce moment-là, si vous avez une prédisposition à l'hypercoagulation, vous ferez plus vite un infarctus que quelqu'un qui n'a pas cette prédisposition. Ça, c'est un peu comme avec le cholestérol. Le cholestérol, le conventionnel, il se dit ça bouche l'artère. C'est idiot, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Inversement, le cholestérol, il y en a plein dans le cerveau. C'est ce qui emballe les neurones, voyez, les axones. Donc, si vous manquez de cholestérol, vos neurones vont moins bien fonctionner. Le cholestérol, la voie de synthèse du cholestérol, c'est ce qui permet d'avoir des mitochondries, c'est-à-dire la production d'énergie par les muscles. Donc, si vous avez un cholestérol élevé, en parallèle, vous avez des meilleures mitochondries et des meilleurs muscles. Beaucoup de sportifs ont des hypercholestérolémies. Alors, les neurones, les muscles, le système immunitaire, tout ça, c'est mieux si vous avez un cholestérol élevé. Mais on dose quoi? On dose le cholestérol ou l'hypoprotéine? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on mesure en fait? On mesure le cholestérol, mais non, oui, mais voilà, là, ça, c'est ce que vous dites, c'est crucial, c'est la confusion extraordinaire dans les esprits des médecins, des soignants en général. Ils ne savent pas ce qu'ils mesurent. Ils ne savent pas ce qu'ils mesurent. Ils ne font pas la différence entre lipoprotéines et cholestérol, par exemple. La ou triglycérides et glycérol. Voilà, exactement. Comme vous le dites, voilà, très bien, vous avez bien lu. Ah, j'enregistre. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous voyez, c'est que les gens pensent que quand on leur mesure les triglycérides, on mesure leurs lipides, leurs acides gras. Puisque le triglycéride, c'est un glycérol, c'est une molécule avec 3 carbones et puis 3 acides gras. Mais en fait, on mesure le glycérol et pas les acides gras. Et ça ne sert à rien de mesurer le glycérol. C'est stupide. Alors, ça donne une vague idée de la quantité d'acides gras transportés dans le sang via les lipoprotéines. C'est un sac, la lipoprotéine. Bon, voilà. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie des choses à un moment donné, vous vous demandez comment on peut encore fonctionner avec des idées aussi stupides. C'est comme le cas d'Antoine, qui est asymptomatique, qui se retrouve polymédicamenté avec statine, aspirine, IPP, vous savez, la trousse de pharmacie. Et peut-être maintenant, on va rajouter les oméga-3 riches en EPA, parce que ça arrive, pour le risque résiduel. Voilà. Et pourquoi autant de médicaments? Pourquoi? En fait, il y a tellement de... En fait, on donne quelque chose pour ensuite mettre un autre médicament qui vient parler à l'effet secondaire. Et dans votre livre, il y a des cas patients que vous citez, que vous élaborez, que vous imaginez. En fait, ils sont épuisés. Ils sont épuisés avec tout ça. Et vous dites, et vous envoyez, peut-être vous en avez connu, vous en avez vu dans les études. Pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ce mélange en fait de statine, IPP et aspirine qui est toxique, comme vous l'expliquez, et maintenant peut-être, comme vous dites, des oméga-3 synthétiques? Alors, il faut bien comprendre que la médecine a évolué. Et la médecine a évolué
en parallèle avec le business de l'industrie pharmaceutique. Donc, l'industrie pharmaceutique a apporté des médicaments qui étaient à chaque époque utiles. Le bêta-bloqueur, par exemple, on était très content d'avoir le bêta-bloqueur à une époque où on ne prenait pas les patients en urgence au moment d'un infarctus. Hein, on les regardait, c'est tout ce qu'on faisait. Et quand il y avait de l'angine de poitrine, hein, on ne faisait pas des coronarographies, du stenting, etc. pour résoudre le problème. Donc, on était très content d'avoir nos bêta-bloqueurs. Et on a fait des études à l'époque, avant l'ère de l'angioplastie, du débouchage des coronaires en urgence, où on montrait que les gens qui étaient sous bêta-bloqueurs, avant un infarctus ou après un infarctus, eh ben, ils avaient moins de symptômes. Ils se sentaient mieux. Donc, on était très contents de nos bêta-bloqueurs. Mais maintenant, on débouche les artères. On n'a plus besoin des bêta-bloqueurs, sauf des cas très particuliers. Oui, mais comme on a démontré autrefois que les bêta-bloqueurs, c'était très bon avec des essais cliniques, le médecin d'aujourd'hui, il continue comme le médecin d'hier à prescrire son bêta-bloqueur de manière systématique. Il n'ose pas arrêter. Et il n'ose pas arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui, sur le plan juridique, en ce moment, est catastrophique pour la médecine. Les médecins ont tellement peur d'être poursuivis qu'ils en font toujours plus, même si c'est inutile. Parce que la pire chose qui puisse arriver à un médecin, c'est qu'un patient ou une famille porte plainte. Là, c'est l'avocat, etc., etc. J'ai des collègues médecins qui, en permanence, ont des procès. Hein. Ils ont 1, 2, 3 avocats. Hein. Par exemple, les médecins qui font des angioplasties, là, c'est des artistes. Ils savent faire que ça, mais ce sont des artistes. L'angioplastie, c'est quand on va déboucher la coronaire avec des ballonnets, puis ensuite on met un stent, etc. C'est pour ça qu'autrefois, j'étais quand même assez réservé, quand il n'y avait pas de symptômes, d'aller faire des angioplasties. Maintenant, je pense que quand il y a des symptômes, c'est utile. Mais oui, ces médecins, ils n'avaient pas les matériaux d'aujourd'hui, ils n'avaient pas les ballonnets d'aujourd'hui, ils n'avaient pas les stents d'aujourd'hui, donc ils avaient des accidents. Ils rendaient service 90 fois sur 100, mais 10 fois sur 100, il y avait des petites complications qui survenaient. OK. Et là, les familles pouvaient très mal le prendre, notamment aux États-Unis, où il y a toujours un avocat dans la salle d'attente de la clinique. Vous voyez, donc, pour chercher les clients, les mécontents. Oui. Et donc, la pire des choses pour un médecin, c'est d'avoir des ennuis. Parce que ses collègues ne le rateront pas au Conseil de l'ordre s'il y a une plainte d'un patient. Ça, c'est terrible, hein, parce que là, vous pouvez arrêter votre activité et votre gagne-pain. C'est dur, c'est dur enfin, de remettre 10 ans de médecine, 8 ans de médecine, des études, des stages, des hôpitaux, des gardes pour se dire qu'ils font le bien pour leurs patients et que peut-être, imaginons un patient peut attaquer voilà, j'ai fait un infarctus, le médecin ne va pas passer des statines ou bêta-bloquants. Donc, il n'a pas suivi le protocole qui était prévu. Et donc, lui, imaginons, il découvre votre bouquin, il essaye de s'instruire, il dit non, mais là, c'est pas possible. Et que le patient n'est pas informé parce que c'est l'éducation. Le patient crée l'errance médicale. C'est Gérard Reich qui parlait de l'inertie clinique et de la non-observance du patient. Des fois, le patient aussi, il a un rôle dedans. Mais si le médecin n'est pas libre, donc s'il n'est pas libre via l'ordre et qu'en même temps, le patient, des fois, n'est pas informé. C'est pas l'ordre, hein, c'est pas l'ordre. L'ordre va juger, va essayer d'arranger les choses, mais c'est pas ça. C'est que si vous voulez, la Société européenne de cardiologie qui est gérée par l'industrie, la Société française de cardiologie qui est complètement liée à ses sponsors. Okay. Donc, pour faire plaisir aux sponsors, évidemment, on établit des protocoles, etc., qui sont favorables à l'industrie. Bon, mais vous vous rendez compte que le conflit d'intérêts, là, il est considérable parce que la haute autorité de santé, elle va aussi reprendre ce que dit la Société européenne de cardiologie, qui est grosso modo ce que dit la Société américaine de cardiologie. Bon, alors, donc, vous avez ces guidelines, comme on dit, c'est-à-dire le guide thérapeutique. Dans telle circonstance, tu fais comme ça. C'est des algorithmes. Hein. Telle circonstance, tu fais ça. Telle autre circonstance, tu fais ça. Donc, vous le faites. Si vous êtes un peu critique et que vous ne le faites pas, imaginez, et qui est un problème. Il y en a tout le temps des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez, même si vous êtes parfait, il y a des problèmes. Et que là, la famille, tout d'un coup, dit, mais vous n'avez pas prescrit le bêta-bloqueur à mon papa. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il porte plainte. Et qui va être le juge? Le juge, c'est le professeur d'université du CHU d'à côté qui a dit, mais moi, je vous ai dit que dans ce cas-là, il fallait donner un bêta-bloqueur. Vous avez fait une faute médicale.
Et donc, ce que le médecin veut éviter, c'est de se retrouver face à un professeur d'université qui lui dit, voilà le protocole décidé par la Société européenne de cardiologie sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, c'est comme ça, vous ne l'avez pas fait comme ça, vous avez fait une faute médicale, vous serez puni. Voilà, alors, hein, juridiquement, je ne veux pas d'ennui, donc je fais ce que le CHU me dit de faire. C'est dur, hein? C'est dur en tant que Ah oui, parce que, médecin. alors, c'est un peu comme avec les vaccins anti-Covid. À un moment donné, soit vous appliquez et puis vous dites, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, voilà, je mets la tête dans le sac, je fais ce qu'on me dit de faire. Ou bien vous êtes sceptique, vous posez des questions et vous êtes mal. Et beaucoup de médecins aujourd'hui sont mal. Et alors moi, je parle pour ma spécialité, hein, de mon contexte à moi, etc. Mais dans toutes les spécialités, il y a des médecins qui se sentent très mal. Vous avez, c'est vraiment, c'est réel ce que vous dites et c'est aussi fort, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui avec l'errance médicale. Il y a aussi l'errance médicale qui est présente sur tous les domaines, c'est pas que la cardiologie. Moi, je me suis intéressé à vos travaux, docteur, parce que j'ai connu de ma famille des problèmes cardiovasculaires. Et ça a été tragique. Ça a été, je vous jure, ça a été tragique parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc, je l'ai connu, je l'ai vécu et j'ai vu qu'ils faisaient rien parce que chaque cardiologue avait un avis différent. Donc, lui, le cholestérol est bon, l'autre, il est mauvais, l'autre, il faut ajouter de l'antiplaquétaire, l'autre, chacun était différent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont en train de faire, vous savez, des machines validées par l'ARS dans les entreprises ou d'un monoprix. Vous pouvez consulter un médecin directement sur un robot. Faites-vous je ne sais pas si vous avez vu, vous avez exactement vos symptômes, il vous imprime le papier. Voilà. Mais alors, il y a 30 ans, on voulait déjà faire ça. Hein, on appelle ça maintenant de l'intelligence artificielle. Il y a 30 ans, on voulait le faire et puis les médecins ont globalement refusé parce que on travaillait encore d'une manière beaucoup plus humaine, hein, avec notamment l'intuition. Hein, bon. Là, 30 ans ont passé, tous les médecins, enfin tous les médecins, la majorité des médecins fonctionnent selon une médecine systématique, protocolaire, hein, c'est selon des algorithmes, et finalement, ça, un robot, il peut le faire. Voilà, à quoi servent les médecins dans ce cas-là? Voilà. Il servira pour certains gestes, mais Mais, ça, c'est catastrophique. vous Je suis savez, complètement opposé à ce type de médecine. mais moi, je suis allé voir à Pélissande, on a des médecins qui doivent partir à la retraite, généralistes, qui ne peuvent pas partir à la retraite parce qu'il n'y a pas assez de médecins et déserts médicaux. Et ils me disent qu'ils sont épuisés. Moi, j'ai mon médecin généraliste à Pélissane qui est très, très bien, qui est très gentil. Il ne mange pas à midi. Tout depuis, je l'ai connu, ça fait 10 ans qu'il a remplacé notre médecin qui est parti à la retraite. Il ne mange pas le midi. Il ne peut pas manger. Il fait 4000 patients en 3 mois. Il est épuisé. Il a l'approche du burn-out. Je le comprends. Et il me dit, quand je lui parle de cette médecine-là qui arrive d'automatisation, d'intelligence artificielle, il me dit, c'est pas la médecine qu'on veut. Non. Il y a vraiment un malaise. J'ai des collègues généralistes. J'ai des collègues généralistes qui voient 25 patients par jour. Ouais, donc, c'est à toute vitesse. Alors, quelquefois, en 5 minutes, pour faire un certificat de quelque chose, je ne sais pas, il y a un bouton là, 5 minutes, ça suffit. Mais très souvent, il faut faire plus, il faut plus de temps, il faut écouter, il faut surtout écouter. Voilà, il ne faut pas faire la leçon, il ne faut pas faire un cours de médecine aux patients, il faut surtout les écouter parce qu'en général, ils savent assez bien ce qu'ils ont. Bon, voilà. Je vais juste finir avec deux questions et ouvrir sur une autre. C'est un truc qui était nouveau, c'est la souffrance existentielle, la souffrance psychosociale sur l'endothélium, etc. C'est pas le stress, mais c'est la souffrance psychosociale. Et vous êtes revenu plusieurs fois dessus. Oui. Et je voulais avoir votre avis. C'est quoi? C'est le fait de vivre aujourd'hui qui est compliqué? Qu'est-ce que c'est en fait? Non, alors, pendant longtemps, alors depuis longtemps, on sait que certains individus, du fait de leur mental, peuvent précipiter un accident cardiovasculaire. Alors, il y a des syndromes absolument typiques qui ont été décrits au Japon, là, des femmes hyper stressées, etc., qui peuvent... bon. Mais en fait, les mentalités ont évolué et on s'est rendu compte qu'une vie stressante n'est pas forcément une vie, malheureuse. Hein, je veux dire, vous êtes stressé toute la journée. Hein, vous vous levez le matin, c'est déjà un stress de démarrer la journée. Les enfants, l'école, etc., se dépêcher, prendre le métro, prendre sa voiture, traverser la rue. Vous voyez, à tout instant,
dans votre vie quotidienne. Et on le voit très bien, nous, quand on fait des enregistrements Holter de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle, il y a des fluctuations toute la journée. J'ai mis des graphiques dans le livre. C'est extraordinaire. Il n'y a que la nuit que ça se calme, finalement. Bon. Et donc, on a compris qu'il ne fallait pas accuser la notion de stress. Mais il y a toute autre chose qui est la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose que subissent certains d'entre nous. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez être conducteur de locomotive, et c'est stressant, ou pilote d'avion, vous voyez, vous avez un sacré stress au décollage, atterrissage, etc. Bon, mais ça, c'est un stress de la vie quotidienne qui n'a aucun effet négatif. Sauf si, pour surmonter ou vivre avec ce stress, vous adoptez un mode de vie qui est toxique. Ouais, par exemple, il y a des gens très stressés qui, autrefois, il y en a encore des comme ça, qui sont tout le temps nerveux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour se calmer, ils fument. Donc, c'est pas le fait d'être nerveux qui pose problème, c'est le fait de fumer. Il y en a d'autres qui vont manger n'importe comment parce que, vous voyez, à toute vitesse, parce que, et donc n'importe quoi, parce que il y a un autre rendez-vous, il faut se dépêcher, etc. Mais le problème, c'est pas qu'il y a un rendez-vous et qu'il faille se dépêcher. Le problème, c'est la manière dont on va manger. Bon, là, ça s'est bien clarifié, ce genre de choses. Là, il suffit d'interroger les gens, de les laisser parler. Et quand ils ont eu un infarctus ou un AVC, et là, ils vous disent les choses. Quelquefois, ils ne s'en sont pas rendus compte eux-mêmes. Et là, au point de vue professionnel, par exemple, le problème, ce n'est pas d'être stressé et de travailler beaucoup. Non, le problème, c'est quand vous êtes viré. Et quand vous êtes viré, après avoir été harcelé, vous voyez, et que vous avez supporté pendant des semaines, voire des mois, des conditions de travail épouvantables, et que vous avez fait de votre mieux, et finalement, on vous punit. Vous voyez, c'est quelque chose de terrible, parce que quelquefois, vous êtes viré, et puis en étant puni, c'est-à-dire vous n'avez pas votre chômage, vous n'avez pas, vous voyez, vous retrouvez dans des conditions. J'aurais des dizaines d'histoires à vous raconter là-dessus. C'est pas forcément l'employé d'ailleurs qui est victime de son patron. Ça peut être un petit patron qui est harcelé par l'URSSAF, par les impôts, par ceci, par cela, par le syndicat, etc. Il essaye de faire vivre sa petite entreprise et puis ça marche pas, les clients s'en vont. Vous voyez, ce type, sa vie s'effondre. Il adorait son métier, il peut être serrurier, menuisier ou kiné ou Dieu sait quoi. Sa vie s'effondre. Parce qu'il est, voilà. Bon, ça c'est le côté professionnel. Chacun peut imaginer des circonstances professionnelles. Le confinement. Le confinement, c'était une souffrance pour certains. Voilà, exactement. Confinement. Ah, voilà. oui. Mais vous imaginez un confinement encore, si vous êtes confiné, vous, chez vous, dans un 3 pièces, ça va. Si vous continuez à travailler, ça va. Ouais, mais si vous êtes confiné dans un 2 pièces avec un enfant autiste qui va plus dans son centre d'adaptation, de réadaptation, vous farcissez l'autiste 24 heures sur 24 pendant 2 mois, là, vous sortez fou. Vous sortez complètement fou. Ou bien, c'est un exemple, l'autisme. J'ai rien contre les autistes, hein, mais il y en a certains, ils sont difficiles à vivre, hein, très difficiles à vivre. Bon. Alors là, on donne des médicaments, on calme, etc. Mais vous voyez, c'est votre enfant. Et donc, vous vivez une souffrance pour vous et pour votre enfant qui est enfermé. Bon, mais quelquefois, vous devez vous occuper d'un conjoint qui fait un Alzheimer précoce et rapide. Oui, il faut s'en occuper tout le temps. C'est 24 heures sur 24. Quasiment, vous dormez plus parce qu'il se lève la nuit, il se balade, il peut se blesser, il peut mettre le feu à la maison. Oui, bon. Ça, c'est des circonstances qui sont des souffrances. Et quand vous faites parler les gens, il est bien rare qu'ils vous racontent pas des trucs épouvantables. C'est pour cette raison qu'ils vont voir aussi, vous savez, docteur, beaucoup de naturopathes, de thérapeutes, parce qu'ils parlent, ils passent 2 heures pour pas grand-chose, des fois pour 50 euros. Il y aura d'autres thérapeutes qui parlent beaucoup. Et c'est peut-être, il faudrait peut-être être complémentaire, s'ils n'ont pas le temps, de faire ce qu'ils fassent un peu cette débrief, que le médecin ensuite. Alors, je pense que le triomphe de ces médecines, on va dire, complémentaires, hein, je ne dis pas alternative, parce que bon, mais cette médecine complémentaire, les nutrithérapeutes, les naturopathes, les ostéopathes, etc., qui ont des techniques hein, qui sont tout à fait respectables, mais c'est un triomphe en ce moment. C'est parce qu'ils prennent le temps d'écouter parce que c'est vrai qu'il y a un médecin qui disait maintenant, ce sont les paramédicaux qui font de la médecine et pas les médecins. Les médecins font de la technologie.
c'est quand même grave, hein, parce que Mais, on a mais besoin d'être soigné, quoi. ouais, mais pour eux, c'est une souffrance. Hein. Je vais Ouais, finir, docteur, avec une seule question. Après, oui. je vais arrêter, je vais juste conclure vite fait, parce qu'il y a plein d'éléments que je n'ai pas cités, mais je vais juste finir sur les oméga 3. Je voulais vous, parce que vous l'avez dit dans votre livre, mais je voulais que vous l'expliquiez. Qu'est-ce qui a changé sur les oméga 3 dans les études que vous avez présentées aujourd'hui et auparavant, il y a 20 ans de cela? Qu'est-ce qui a changé chez les individus aujourd'hui? On a besoin ou pas encore d'oméga 3? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les oméga 3 ont un intérêt sur les maladies cardiovasculaires aujourd'hui? Ah ben, bien sûr. Bien sûr. Alors, les oméga 3, je les connais tellement bien puisque je suis à l'origine Oui. de l'explosion des oméga 3 dans les pays occidentaux. Donc, nous, ce que l'on avait compris, c'est que les aliments riches en oméga 3 font partie de la diète méditerranéenne. Voilà, la diète méditerranéenne, c'est la Méditerranée, c'est des produits de la mer. Les produits de la mer, c'est riche en oméga 3 marins. Et ce qu'on a aussi montré, c'est qu'il y a des oméga 3 végétaux, le fameux acide alpha-linolénique. C'est une de mes publications dans le Lancet en 1994 qui a fait sortir l'acide alpha-linolénique tout d'un coup de l'obscurité. Bon, alors, peu importe. Ce que l'on a compris, c'est qu'il ne fallait pas être déficitaire. Or, le régime alimentaire modernisé, hein, qui est apparu avec l'industrialisation de l'alimentation, c'était un régime qui était déficitaire en oméga 3. Et c'était une des explications des pathologies cardiovasculaires. Et nos études ont permis de montrer qu'en corrigeant ce déficit en oméga 3, eh bien, on avait des gains, des bénéfices cliniques majeurs. Évidemment, mais nous, on apportait des aliments, on n'apportait pas des capsules. Vous voyez, c'était tellement beau, que les industriels se sont dit, oulala, il y a du business à faire avec ça. Donc, on va faire des huiles de poisson. Au lieu de faire de l'huile de foie de morue comme autrefois, on va faire des huiles de poisson, faire des capsules et on va vendre ça comme un médicament. Oui, mais l'évolution des sociétés, notamment européennes et américaines, quand les gens ont compris qu'il y avait dans le poisson, outre les oméga 3, d'autres nutriments très importants, des bonnes protéines, de l'iode, du sélénium, etc. etc. Je ne rentre pas dans les dates. Le poisson est riche en cholestérol, hein, vous savez. Mais c'est un aliment quasiment miraculeux, le poisson. Donc, une fois que vous avez corrigé la déficience, en donner en plus sous forme de médicaments, ça ne sert à rien. Désolé. Hein, je sais bien, il y a des naturopathes, des nutrithérapeutes, etc., qui donnent des capsules d'oméga 3. Si c'est pour corriger un déficit, c'est très, très utile. Au-delà de la correction d'un déficit, vous voyez bien que pour corriger un déficit, ce n'est pas la même chose si vous avez affaire à un bûcheron canadien qui pèse 100 kilos et qui passe ses journées dehors dans la neige, et puis une secrétaire à Paris dans son bureau et qui pèse 50 kilos. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, corriger une déficience, ça doit être adapté. C'est à nouveau la médecine de précision, mais là, c'est de la nutrition de précision. C'est selon les besoins. Et bien sûr. Oui. Voilà, donc ce n'est pas du tout les mêmes doses. Or, là, les gens, l'industriel, il arrive avec ses oméga 3, il vous dit, ben voilà, c'est 3 capsules ou 3 gélules, c'est tout à fait inadapté. Et malheureusement, quand ils ont voulu transformer ces oméga 3, qui sont des nutriments présents dans les aliments, en des médicaments, eh ben, ça n'a pas marché. C'était trop tard. Les populations avaient déjà modifié leurs habitudes alimentaires et la majorité, hein, c'est une moyenne dans une population, n'était plus déficitaire en oméga 3. Et vous savez, nous, on l'a vu d'une manière absolument extraordinaire de voir comment la consommation de poissons en Europe a explosé. Ça se passe dans les années 90, c'est une explosion, jusqu'à vider les mers. Jusqu'à vider les mers. Il n'y a plus de thon rouge en Méditerranée, vous voyez, tellement peu. Donc, cette demande des populations, on l'a vécu comme nutritionniste, hein, c'était évident. Même chose avec les oméga 3 d'origine végétale. Par exemple, l'huile de colza, c'était inconnu avant qu'on sorte notre publication sur l'acide alpha-linolénique. Et maintenant, vous avez l'huile de colza au supermarché. Voilà. Et alors, ça a été un échec, les capsules d'oméga 3. Alors, on est parti de l'explosion de l'intérêt pour les oméga 3
à un échec patent concernant l'utilisation des capsules d'huile de poisson. Et puis dernièrement, parce qu'il faut sans cesse relancer le business, de nouveaux industriels sont arrivés avec de nouvelles capsules d'oméga 3 qui sont essentiellement des capsules synthétiques, d'oméga 3 synthétiques. Je le dis rapidement, ça coûte finalement moins cher de faire des oméga 3 synthétiques que de purifier des huiles de poisson que vous êtes allé chercher à partir de poissons sauvages. Vous comprenez ça. Même les cultures de poissons, de truites, sont terminées avec des oméga 3 venant d'huile de poisson ramassée au Pérou. Vous voyez. Et pour essayer d'avoir des brevets, il faut avoir un produit original. Et donc, ces oméga 3 synthétiques, ce sont des produits qui ont obtenu des brevets. Et si vous démontrez que c'est efficace sur le plan clinique, alors vous pouvez obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment. Des industriels ont réussi à sortir des études cliniques qui ne valent rien, à mon avis. J'en ai fait moi aussi des études cliniques, mais là, je vois bien que ça vaut rien. C'est un peu comme les vaccins anti-Covid, ça vaut rien, ça a été mal fait, c'est un simulacre de science médicale, mais il y a une espèce de compromis avec les autorités sanitaires, les sociétés médicales, etc. Et ils vont obtenir très rapidement des autorisations de mise sur le marché. On suivra ça avec vous. J'ai juste finalisé, j'ai pas eu le temps, on n'a pas parlé de le régime méditerranéen modernisé, vous parlez de malnutrition, d'hypertension artérielle, d'athérosclérose. Vous définissez les termes, athérosclérose. C'est très intéressant d'ailleurs. Vous m'avez bien lu, vous me faites vraiment plaisir. Ah, mais je l'ai lu et j'ai vraiment, je vous le dis, je vous remercie d'avoir fait ce bouquin-là parce qu'il y avait des solutions. Je pense aussi c'est intéressant d'avoir un petit peu des solutions. Vous voyez cette notion d'athérosclérose. Ça, là, vous voyez, quand je vois le rapport d'un médecin qui commence à dire qu'il y a une infiltration athéromateuse dans cette artère, alors je comprends tout de suite qu'il ne comprend rien au processus athéroscléreux. J'ai même vu l'insuline qui est la création de la tumeur. Voilà, faire admettre que c'est une tumeur bénigne, l'athérosclérose. Pourtant, écoutez, c'est extraordinaire. Il y a des instituts entiers qui, dans les années 80, 90, moi-même, je travaille à Genève dans une unité de recherche où la plaque d'athérosclérose, c'était à l'évidence une prolifération de cellules musculaires lisses, un peu comme un fibrome. On les reproduisait sur les rats, etc. C'est tellement évident et ça a été totalement effacé. C'est comme si 25 ans de recherche avaient été oubliés. Alors, ça ressort un petit peu maintenant, mais voilà. Donc, le concept même d'athérosclérose, vous pouvez identifier, en écoutant les gens, vous pouvez identifier s'ils ont compris ce que c'était ou pas. En tout cas, il y a plein d'éléments. Il parle de ménopause, on parlait de régime riche en glucides, faible en glucides. On parle de fibrate, on parle de plein de choses. Et je vais revenir sur les questions, peut-être. Donc, moi, je vous conseille vraiment de le lire. C'est très intéressant. Il est complémentaire avec ce bouquin-là. Vous me dites si je me trompe, docteur. Oui. Il est très intéressant. Donc là, il y a vraiment des si on veut aller plus loin concernant la toxicité des médicaments anticholestérol, celui-là, vous le lisez en une soirée. Ça, là, vous avez, par exemple, je montre la relation qu'il y a entre cholestérol, médicaments anticholestérol et le risque de cancer et le risque de diabète. Vous voyez, quand vous prenez des statines, vous augmentez votre risque de cancer. Quand même. Et c'est tellement bien montré. Même les IPP, vous parlez bien des IPP dedans, de la dernière étude qui n'a pas été encore contrecarrée sur les IPP. C'est énorme comme données, c'est quand même énorme. Voilà. Et c'est publié dans des grandes revues médicales. Il y a eu une revue par les pairs, donc c'est validé.
Ça va contre le business et pourtant c'est passé tellement c'est important. J'ai vu dans la New England Journal of Medicine l'étude Reddit, vous dites que les protocoles sont validés par les propres sponsors. Il n'y a pas de méthodologie. Oui, mais C'est, ça, c'est la crise de la médecine scientifique actuelle. On l'a vu avec les vaccins anti-Covid. Hein. C'est 4 ou 5 vaccins qui ont été dont les tests ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. C'est un simulacre de science. Quand vous êtes un scientifique, c'est à s'arracher les cheveux. Hein. Mais c'est interdit de le dire. C'est interdit de le dire. donc, moi, juste pour dire, c'est comment échapper à l'infarctus et l'AVC. Moi, je le conseille vraiment. Vous pouvez, je ferai parce que je travaille on travaille avec Anthony Fardet, donc je ferai aussi un jeu concours sur ça, parce qu'Anthony Fardet est coprésident de mon comité scientifique et dans la structure. Et donc, j'ai fait un jeu concours et je ferai un jeu concours aussi sur ce livre. Vraiment, je le conseille, donc achetez-le. Et je vais commencer avec les questions. Il y a une question peut-être plus simple, docteur. Ouh là là, mais vous allez me poser beaucoup de questions encore? Non, pas beaucoup. Parce que c'est l'heure de l'apéro, là. Un peu Ah, mais ça fait 1h20 qu'on parle. Hein. Quelques minutes. D'accord. Le cholestérol, donc, n'aurait aucun lien. Il y a une question, je vais vous poser une deuxième question qui va être intéressante sur les oméga 3, mais la première question, le cholestérol n'aurait donc aucun lien avec les formations des plaques d'athérosclérose. Non. Aucun. Non. Bon. On peut de toute façon retrouver dans vos livres les données ou dans votre site, qui est très intéressant. Sur le blog, c'est souvent des choses très ponctuelles. Oui. Pour vraiment comprendre le processus d'athérosclérose et pourquoi le cholestérol ne joue aucun rôle et pourquoi on s'est trompé et pourquoi on a cru que c'était important. Plus personne n'y croit maintenant. Hein. Très franchement, les gens donnent des statines en disant les statines, ça protège de l'infarctus, mais ils ne le donnent pas parce que le cholestérol bloque les artères. Il y a quelques naïfs encore, hein, mais voilà, quand vous faites des autopsies, malheureusement, on en fait, et que vous regardez qu'est-ce qui a bouché l'artère, vous ne trouvez pas de cholestérol. Alors, il y a une question. Les statines sont-elles utiles dans quelle situation? Aucune, si on suit. Aucune. Et uniquement. Et là, justement, on est en train de publier avec un groupe de chercheurs, des Suédois, des Américains, des Canadiens, un article montrant que, y compris dans les hypercholestérolémies familiales, c'est la question, oui. Les statines ne servent à rien. Et ce sont des données scientifiques. Il y a eu des essais cliniques, on a montré que ça ne servait à rien. Par contre, dans l'hypercholestérolémie familiale, il y a souvent une prédisposition à l'hypercoagulation. Voilà, c'est le terme qui est repris dans son livre. Et ça, je vous conseille de le lire parce qu'il parle bien donc de l'hypercholestérolémie, que ce n'est pas ça qu'il faut regarder, mais c'est surtout la prédisposition à l'hypercoagulation. Et il ne faut pas regarder le cholestérol. On ne lutte pas contre le cholestérol, on lutte contre les maladies cardiovasculaires. Voilà, très bien, vous avez très bien lu. Et il y a même des phrases, il y a vraiment, je pourrais parler 4 heures avec vous, mais il y a tellement en fait, moi, je vulgarise aussi un petit peu l'information, donc j'ai vulgarisé, je vous enverrai des images, j'ai vulgarisé l'étude Reduclit et la Clinical of Triglycerides, Review of Triglycerides, j'ai vraiment, et vous avez j'allais dire des clashs, en fait, des phrases, vous avez dit des phrases clés. On soigne des chiffres et non des patients. Un expert comme un économiste ou un politicien ne reconnaît jamais ses erreurs. C'est la règle basique pour perpétuer son statut d'expert. Oui, oui, bien sûr. Ce sont des phrases qui m'ont marqué. Hein. Vous savez, ça m'a marqué, moi, parce que… Alors qu'un scientifique passe son temps à changer d'avis. Par définition, un scientifique, il discute avec les autres et en fonction de l'évolution des données expérimentales, des données biologiques qu'il obtient, il est toujours prêt à changer d'avis et à arriver à un consensus avec les autres. Le bon scientifique, c'est quelqu'un qui est prêt à changer d'avis. Parce que c'est l'art du doute et de l'incertitude. C'est tout scientifique doit avoir ça. Mais c'est la base de l'esprit scientifique. Les fibrates, une question. Sont-ils inutiles ou dangereux? C'est dangereux. C'est dangereux. Mais ça revient avec les oméga 3. Non. Là, j'ai pas vu de trace de retour des fibrates. Les triglycérides, quand ils disent qu'ils veulent. Oui, en théorie, les fibrates diminuent les triglycérides. Ça, pendant longtemps, ça a été prescrit pour ça. Ça diminue le cholestérol et ça diminue les triglycérides. Mais on n'a jamais montré que ça avait un effet sur les maladies cardiovasculaires.
Et moi, comme vous me voyez là, enfin, de vous, j'ai montré que les fibrates, j'étais le premier à le montrer, ça augmente l'homocystéine. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça augmente de manière très significative l'homocystéine. Et l'homocystéine, c'est un des paramètres de la prédisposition à l'hypercoagulation. Pas de fibrate. Comment faire si le médecin ne veut pas, c'est une question, comment faire si le médecin n'a pas le temps de lire vos articles, n'a pas le temps? Est-ce qu'on peut lui offrir votre bouquin? Comment faudrait-il faire pour que le médecin ait du temps? Est-ce qu'il lui faut des images? Est-ce qu'il lui faut leur donner vos livres directement ou des papiers? Nous, on a une association, docteur, on a déjà travaillé comme ça pour l'hypothyroïdie parce que c'est très mal dosé et traité aujourd'hui en France. C'était aussi un grave problème en cardiologie. Voilà, et il y a beaucoup de liens, là, il y a beaucoup de discussions entre l'hypothyroïdie et les problèmes cardiaques. D'ailleurs, c'est Broda Barnes, Otto Barnes, qui travaillait sur les problèmes cardiaques et il disait qu'il mettait des traitements thyroïdiens des patients qui ont des problèmes cardiaques pour éviter en fait l'accumulation de cholestérol. Oui, mais ça on s'en fout. Oui, laissez tomber le cholestérol et la thyroïde, etc. Voilà. Mais la thyroïde, je vais vous raconter, et puis on va s'arrêter là. Oui. Mais je vais vous raconter quelque chose. Ça, c'est vraiment de la médecine scientifique. J'ai beaucoup travaillé, moi, la transplantation cardiaque. Quand j'étais à Lyon, j'ai fait de la recherche sur la transplantation cardiaque. Il y a une chose qui m'avait frappé. Alors, vous savez, la transplantation cardiaque, ça veut dire prendre le cœur de quelqu'un qui est mort, qui n'a plus le cerveau, ok, en attendant d'avoir le receveur, et on prend le cœur du donneur et on le greffe sur le receveur. En attendant la phase opératoire, on maintient le donneur en vie et surtout on maintient son cœur en bon état, pas greffer un cœur abîmé. Eh bien, en principe, c'est quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Hein. On va prendre le cœur à quelqu'un qui est en mort cérébrale. Donc, on doit se substituer aux hormones d'origine cérébrale quand on veut garder un cœur en bonne santé, pour pouvoir le greffer. Eh bien, c'est les hormones indispensables pour garder un cœur en bonne santé, c'est l'hormone thyroïde. Oui. C'est absolument indispensable. Si vous ne perfusez pas à cette personne morte des hormones thyroïdiennes, son cœur va s'abîmer très, très vite. Donc, c'est pour vous donner, et à la bonne dose, hein, c'est pour vous donner une idée de l'importance considérable de la thyroïde sur le cœur. En tout cas, je vous remercie, docteur, pour ce petit webinaire. Ça sera en vidéo YouTube, donc j'enverrai la vidéo à Thierry Socaré et je partagerai sur les réseaux sociaux. Donc, juste votre dernier livre, Comment échapper à l'infarctus et l'AVC, qui est très intéressant. C'est le dernier livre du docteur Jouré. On n'espère pas le dernier, avec les nouvelles études scientifiques. Et en tout cas, vous pouvez le consulter, l'acheter. C'est assez vulgarisé. Il y a des expériences, il y a des cas patients et il y a des solutions, notamment sur l'hypercoagulation, etc., que vous pouvez proposer à votre médecin, etc. Moi, je ferai des petits documents pour informer. C'est des livrets qu'on donne pour l'association, pour les thérapeutes qui pourront gratuitement accéder à ces informations-là. Je vous remercie, docteur, en tout cas, pour vos travaux et pour votre présence. Alors, voilà. Donc, je vais appuyer sur le truc quitter. C'est ça. OK. Allez. Et bonne chance à tous. Merci à vous. Bon vent à tous les matelots. Et n'oubliez pas une chose, il y a des solutions à tous les problèmes.